Donc, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de podologie et de football, donc deux de mes passions. Je vais me présenter rapidement. Je suis Grégory Villegas. Je suis responsable de la catégorie U10 cette année au Voisin FC. Je suis vétéran depuis 5 ans maintenant. L'année dernière, coach des féminines et accessoirement pédicure podologue. Voilà. Donc, le webinaire va se présenter de la façon suivante. Il y aura 3 parties de développer. Le but, c'est de passer sur des pathologies qu'on peut rencontrer à la pratique du football. Les 3 parties qu'on va traiter, la première partie va parler de chaussures, les chaussures de foot. La deuxième partie de pédicurie, parce que oui, mon métier, c'est pédicure podologue avec un trait d'union. Donc, je vais vous expliquer ce que c'est exactement. Et enfin, on parlera de la pathologie, mais tout ça associé dans le football. Donc, voilà. La présentation va se faire sous forme d'un diaporama. Je vais commenter chaque diapo. Si vous avez des questions, on fera un petit point à la fin de chaque partie. Donc, voilà, on ouvrira les micros à ce moment-là. Ça évitera trop de brouhaha, comme dit Antoine. Voilà, j'avais mis sur cette première diapo mes remerciements à Antoine parce que ça fait longtemps. J'avais marqué grand président du Voisin FC. Ah, mais ça a été Et, censuré, c'est du censuré. coup, voilà, du coup, il l'a retiré. En fait, c'est Antoine qui, ça fait longtemps qu'il veut faire ça. Et là, le confinement a permis de le faire avec le webinar. Mais ça fait longtemps qu'on va faire une conférence sur la podo parce que on se rend compte aujourd'hui que on peut faire déjà de la prévention au niveau des blessures et puis qu'on peut apporter un vrai plus aux membres, aux licenciés du club, quoi. Voilà. Donc, c'était un peu difficile de se réunir tous ensemble. Là, c'est voilà, à l'occasion des webinars, on va le mettre en place. Donc, c'est très bien. Allez, on va attaquer. Première partie, la chaussure. Donc, comment choisir ses chaussures de foot? D'accord. Tiens, allez, je vais prendre quand même quelqu'un, on va voir s'il y a. Tac. Tiens, Mouch, puisque tu es là, raconte-moi un Ouais, petit peu, qu'est-ce que tu choisis comment tu choisis tes chaussures de foot, toi? moi c'est par rapport à l'équipement du PSG. C'est Voilà. simple, Donc, ouais, c'est c'est simple. voilà, une marque bien précise. Ok. Voilà. Voilà. Est-ce que. Non, 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 non. En fait, oui, j'ai une marque précise. Ouais, Je sais pas si on peut les citer ou je pas, sais mais pas non Oui, plus, on tu va peux pas les citer, ouais. citer. donc voilà, c'est une marque à 3 bandes que j'ai depuis que je suis tout petit. Donc c'est toujours la même pointure. Et après, je choisis la chaussure en fonction des terrains sur lesquels on va jouer. Donc soit des fers pour les terrains gras ou mouillés, soit les nouvelles chaussures pour les terrains synthétiques. Voilà. D'accord, très bien. Donc voilà. Alors, choisir ses chaussures en fonction de la pointure. Déjà, comment déterminer la pointure? C'est pas évident et c'est parfois même trompeur parce que d'une marque à l'autre, justement, les pointures n'ont rien à voir. Moi, j'ai déjà vu des gens en cabinet qui me disent chausser du 45 et en fait, on se rend compte qu'ils font du 43 ou inversement, quoi. D'accord? Donc, effectivement, quand on va arriver dans le magasin de chaussures, on va mesurer son pied, ça donne un indicatif. On prend la chaussure, donc vous mesurez votre pied avec un pédimètre, hein, c'est cet appareil qu'on a chez le marchand là. Ça donne un indicatif, mais c'est pas ça votre pointure à proprement dit. Votre pointure, vous allez déterminer comme ça. Vous glissez votre pied dans la chaussure, vous avancez votre pied au maximum dans la chaussure. Il faut que derrière, vous puissiez passer au moins le pouce. D'accord? Et globalement, ça correspond à une pointure supplémentaire. Une pointure supplémentaire par rapport à votre pointure normale de chaussure de ville, c'est très important parce qu'à la pratique du sport, il faut bien comprendre quelque chose, c'est que le pied va s'affaisser au fur et à mesure. Quand on court longtemps, je vois Marie là qui fait des grandes courses là,
ton pied, au fur et à mesure des kilomètres qui passent, ben, il s'affaisse petit à petit. Et en s'affaissant, ben, vous voyez, il va s'allonger petit à petit. Voilà. Donc, à la fin d'un match, bien souvent, ben, on a le pied qui est plus long qu'au début du match. Ça, le fait de prendre une pointure supplémentaire, déjà, il faut aussi penser à essayer ses chaussures avec des chaussettes de foot. Ça, c'est important, hein, parce que ça prend déjà de la place. Quand on prend cette pointure supplémentaire, ça va éviter les conflits dans la chaussure. Et pas mal de pathologies, on verra ça tout à l'heure au moment de la pédicurie, pas mal de pathologies au niveau des ongles ou ce genre de choses. Donc, vraiment important de prendre une pointure supplémentaire. Et pour déterminer cette pointure supplémentaire, comme je vous dis, vous avancez le pied dans la chaussure et vous passez le pouce à l'arrière du pied entre le contrefort de la chaussure et le talon. D'accord? Bonjour Blacky. Salut! Salut Grégo! Oh, quel beau pied! Alors, Je te coupe le micro. Oh, il y a Antoine! Je te coupe le micro, continue. on te coupe le micro, Blacky, t'arrives en retard, tant pis pour toi. Donc voilà. T'inquiète pas, il y a les mecs des îles qui arrivent là, ils sont tous à la bourre. Regarde, il y a Joël qui arrive aussi. Ouais, très bien. Donc une pointure supplémentaire par rapport à la pointure que vous faites d'habitude à la ville. Après, on va s'intéresser au look des chaussures. C'est important d'avoir des chaussures qui nous plaisent parce que faut pas oublier le côté confiance en soi quand on joue au football. Donc, le look va jouer, d'accord? Ça, voilà, c'est important de le considérer. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut prendre, donc effectivement, comme l'a dit Mouch tout à l'heure, en fonction du terrain sur lequel on va jouer. Donc, à Voisin, on va avoir deux beaux synthétiques. Un synthétique nouvelle génération, j'espère, enfin top du top, qui ne va pas trop nous abîmer le dos, comme là, le terrain qu'on a déjà en synthétique nous abîme le dos et toutes nos articulations. Donc, il est important d'utiliser vraiment sur les terrains synthétiques des chaussures spécifiques synthétiques avec des semelles qu'on appelle AG, Artificial Ground. Merci pour l'anglais. Ces chaussures, donc on va en voir différentes sortes. La première sorte, voilà, avec des crampons troués au nombre de 15 à 20 sous la chaussure, d'accord, permettent, alors, les crampons comme ça, ils vont permettre une stabilité sur le terrain. Ils sont hauts, plutôt modérés, on va dire, voilà, pas d'une taille plutôt modérée. Et les billes vont se mettre à l'intérieur des troncs quand vous allez courir. Ça, c'est vraiment les chaussures spécifiques synthétiques. Voilà. Crampons ronds, on voit. Ça, c'est très important. On va voir pourquoi tout à l'heure. Et voilà. Donc, on a ce type de chaussures. Là, un autre modèle. Toujours, vous voyez, avec des crampons troués. OK. On voit la hauteur là, des crampons. Alors, plus le crampon est haut, plus on va être instable. Le terrain synthétique, c'est déjà un terrain qui n'est pas stable à la base. Donc, il va faire jouer nos articulations. Et on a besoin de stabilité. Donc, il faut considérer ça. C'est que plus le crampon est haut, plus on est instable. Donc, ils ont fait un nouveau système de cramponnage qui est intéressant, c'est le turf. Voilà. Ça, c'est des chaussures aussi spécifiques au synthétique. D'accord ? Plus basse, donc plus stable. Attention partant de pluie, quand on glisse, c'est pas bon non plus pour nos articulations parce que à ce moment-là, partant de pluie, il vaut mieux avoir ce type de cramponnage parce que il y a beaucoup de pubalgie qui arrive lorsque on glisse sur les. D'accord ? Donc pour tous les gens qui ont mal aux adducteurs, pensez que le cramponnage joue un rôle prépondérant. D'accord ? On a aussi des chaussures hybrides. Alors là, c'est le top. Vous voyez, avec du turf et des crampons troués. Donc ça, vraiment, on est très bien avec ce type de chaussures-là. Voilà.
Sur les terrains maintenant en herbe, donc gazon naturel, on va utiliser, selon la météo, des crampons en alu vissés ou des crampons moulés, ce type de chaussures-là. Moi, je préfère, comme je vous dis, toujours les crampons ronds plutôt que les chaussures à lamelles. Voilà. Ce type de chaussures-là, on est tenté de les mettre aussi sur synthétique. Et ça, c'est vraiment pas bon du tout. Elles sont vraiment conçues vraiment que pour l'herbe. À l'INF, ils ont interdit aux gamins maintenant de porter ce genre de chaussures. Voilà. Pourquoi? Je vais vous expliquer, c'est très simple. Le pied, en fait, est censé pouvoir pivoter lorsqu'on change de direction dans le football. Et en fait, ça ne peut se faire que grâce à des crampons ronds et souples. D'accord? Les lamelles, en fait, vont vous bloquer le pied et ces changements de direction vont être assurés par des rotations de la jambe. Et s'il y a des mauvaises rotations, ça entraîne quoi? Des entorses. Donc, entorses des ligaments croisés, particulièrement fréquentes chez les féminines parce qu'elles ont déjà une morphologie de jambes qui, en génu valgum, avec des genoux qui sont plus instables que les garçons. D'accord? Donc, vraiment, les lamelles à proscrire. Séverine, là, je vois que… Et là, il faut vraiment que tu fasses de la sensibilisation au niveau des gamines bon, pour qu'elles pensent à ça. Hein. Pas de lamelles, surtout sur les terrains synthés. Hein. Voilà. On fera une info de début de saison. Ouais, ça c'est important. Donc vraiment que sur l'herbe. Et finalement, ben, moi je vous dis, évitez d'acheter des chaussures à lamelles. Très franchement, c'est vos articulations, vous éviterez beaucoup de blessures. Hein. Comme ça. Voilà. Malgré le fait qu'elles soient vraiment très jolies. OK? Voilà, encore un modèle de chaussures à lamelles. Voilà. On évite ce genre de chaussures. Voilà. Après, maintenant, ça, c'est des chaussures pour le futsal. J'espère qu'un jour, on aura une section futsal à Voisin. Juste, j'en parle rapidement, mais bon, les chaussures pour le futsal, la seule chose qu'on demande, c'est qu'elles ne marquent pas le sol. Donc, vous verrez que les semelles ne sont pas noires de base. Il ne faut pas qu'elles soient noires. C'est tout ce qu'on veut dans le futsal. Ensuite, moi, je vous ai mis ce modèle de chaussure-là parce que ce qui m'intéresse, c'est l'intérieur, le revêtement intérieur de la chaussure. Vous voyez, il est tissé. Et ça, on peut le retrouver aussi sur les chaussures d'extérieur, d'accord? Pas dans ces modèles-là. Vous voyez, on a ici un revêtement qui est en cuir. Ben, les revêtements en cuir, comme ça, ils vont favoriser les frottements dans la chaussure. Quand on met des chaussures comme ça au départ, on se chope des ampoules sur l'arrière du pied. Alors que quand on prend un revêtement tissé, on est tranquille, on n'aura jamais d'ampoule, quoi. D'accord? Donc ça, pensez-y. Si vous voyez différents modèles, ça peut vous faire la différence entre un modèle et un autre. Ouais, tu peux citer des marques si tu as besoin. On a eu l'accord de la patronne, donc c'est bon. Ouais, super, impeccable. En plus, on ne les voit pas à l'écran. Donc, Qu'est-ce que tu vois pas à l'écran? les marques, on ne les devine pas. Ah bon, ça c'est Joma. Ça c'est les spécialistes du futsal et voilà, c'est les chaussures qui sont fabriquées en Espagne. Alors, voilà. Maintenant, et là on en venait là, Alexis me parlait de mes pieds carrés. Donc effectivement, Alexis et moi, on ne va pas utiliser le même type de chaussures. Alexis est un joueur très technique qui va mettre ce type de chaussures-là parce qu'il a un toucher de balle exceptionnel et que voilà, il va travailler ses dribbles, il a besoin de toucher le ballon. Donc en fait, ce qui va nous intéresser aussi au niveau du revêtement de la chaussure, c'est ça, la finesse de revêtement. Plus le revêtement est fin, là vous avez un revêtement avec des petites aspérités. Normalement, ces aspérités sont censées faire coller le ballon à votre pied. Bon, on y croit, on n'y croit pas, je ne sais pas. En tout cas, le côté psychologique joue dans le football. Et Alexis, lui, ça a toujours été très important pour lui. Donc, le ballon collera au pied. On aura de meilleures sensations avec un cuir, d'accord, qui est plus léger. Contrairement à moi ou à Mouch, d'accord, qui allons utiliser
du bon cuir parce qu'on va mettre des grosses frappes lourdes dans le ballon et donc on va se protéger le pied avec des cuirs comme ça plus épais. D'accord? Donc l'importance, on a aussi une importance du revêtement de la chaussure et un rôle, enfin ce revêtement va jouer un rôle. D'accord? Après, maintenant, je vais vous parler des cols de chaussures. Vous voyez, c'est ce que vous voyez la flèche là de ma souris là ou pas? Ouais, on voit la Vous souris. voyez? Bon, très bien. Donc, les cols de chaussures, c'est ça. Bon, ça, c'est une opération clairement marketing qui a été menée depuis 2013. À la base, ces cols de chaussures sont conçus pour éviter les frottements dans les chaussures de foot. Ça, j'en suis pas convaincu parce que moi, quand j'en ai acheté à la limite ici du cuir, je me suis fait de sacrées ampoules sous la malléole là. Donc, bon, pour les frottements, c'est pas évident. Elles sont censées accompagner le pied lors des changements de direction. Le distributeur vous dira que ce sont des chaussures qui sont conçues pour les attaquants. Donc, je ne me sens pas particulièrement concerné. Mais par contre, ces cols de chaussures présentent un véritable intérêt. C'est qu'elles vont empêcher les billes de rentrer, les billes du synthé. Et finalement, les billes du synthé, vous verrez, elles vont abîmer vos chaussures. Et en fait, c'est aussi assez désagréable de sentir qu'on a des billes dans la chaussure quand on joue. Donc, ça peut vous protéger. Ça peut être aussi un critère de choix au niveau des chaussures. Voilà. Je vais vous parler de l'entretien de vos chaussures. Et ça, c'est très important. Après chaque entraînement, il faut sortir les chaussures des sacs. Il faut les sécher correctement. Et avant de retourner à l'entraînement, il faut qu'elles soient, ou au match, il faut qu'elles soient graissées. Il faut graisser le cuir de la chaussure. Pourquoi? On va garder la souplesse, on va garder ce revêtement plutôt souple qui va nous permettre de profiter pleinement de ce toucher de balle. OK? Ça, c'est important. Le fait de sécher vos chaussures, ça va vous éviter de développer toute une flore microbienne à l'intérieur des chaussures qui fait que nos vestiaires sentent si bon. Donc voilà, il faut vraiment sécher la chaussure, puis la graisser, bien l'entretenir. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur les chaussures? Je pense qu'on a tout vu, mais est-ce que vous avez des questions particulières? C'est le moment de les poser. Non? Non, pas spécialement. J'ai été complet? Moi, les sortes de crampons que tu as montré tout à l'heure, ronds avec un trou à l'intérieur de chaque crampon, franchement, j'en ai jamais vu dans le grand public. Hein. Alors, est-ce que c'est des paires de chaussures qui coûtent extrêmement cher? Non, non, absolument pas. D'accord. Absolument pas. On peut vraiment, Élise, on peut vraiment dire les marques et tout ça ou pas? Oui, Oui, il n'y a pas de problème. Hein. oui, il n'y a pas de Donc, problème. c'est des modèles Nike Tiempo. D'accord? Et ce sont D'accord. des modèles qui sont très très courants. Tu les as chez Go Sport, chez Decathlon, enfin chez tout le monde, quoi. Chez tous les distributeurs. D'accord? Ok. Donc, non, non, ça se trouve vraiment facilement. Ah, ça marche. Voilà. Non, parce qu'il y a des lamelles, les lamelles à gogo, il n'y a que ça en fait. Est-ce que Ouais, toutes les ben marques, voilà. Les lamelles, vraiment, oubliez parce que c'est vraiment, enfin, vous allez vraiment vous faire mal aux articulations. Ça peut être vraiment traumatique. On peut avoir des entorses. Mais sinon, ça va être un mal insidieux parce que voilà, vous allez petit à petit, vous allez avoir des problèmes de dos ou des problèmes de genoux et en fait, ça peut venir des lamelles aussi. Quoi. Parce que vraiment, le pied se bloque sur le synthétique. Hein. D'accord ? toutes les marques de chaussures, Greg, font des chaussures spécifiques synthétiques avec des trous dans les crampons? Non, pas toutes. Mais moi, pour moi, vraiment, j'ai trouvé vraiment chez Nike avec les trous. Après, il y a différentes formes de chaussures. On a vu ça, c'est valable aussi. Hein. Je vais vous montrer ce modèle-là. Là. Mais Jules, t'es sérieux? C'est valable aussi. Mais je préférerais toujours des crampons ronds plutôt que des crampons. Bon, là, il y a une question de look, etc. Mais ça, c'est des crampons conçus pour le synthétique. Mais je préfère les autres, voilà, ce type de crampons ronds-là. Hein.
Voilà. D'accord? Ça, c'est vraiment le top du top. Après, plus je parle pour les vétérans, hein, je connais ma catégorie. Si on commence à avoir mal au dos, on va mettre du turf. Voilà. Perso, j'ai les hybrides, c'est vraiment bien. Ouais. Les hybrides, c'est vraiment, vraiment bien, ouais. Ça, ouais. plus tes semelles, et là, j'ai plus mal au dos. C'est parfait. Non, mais c'est vrai. Donc, voilà. Bon, on va passer à la partie pédicurie. Alors là, âme sensible, on va monter crescendo. Il y a des photos sympas. Donc, on va voir les pathologies les plus communes. D'accord? Donc, pour vous parler de pédicurie, hop, voilà. D'abord, une petite définition de la pédicurie. C'est le traitement des affections dermiques du pied, donc de la peau et des ongles, de tout ce qui va toucher ce qu'on appelle les fanères. La plupart des pathologies commencent par un frottement excessif dans la chaussure et entraînent d'abord des ampoules. Voilà, ça c'est le début de la saison. Après l'été, on a ramolli sa peau et on se retrouve avec ce genre de problème sur les pieds. D'accord? Donc d'abord des ampoules. On va parler du traitement des ampoules. On se pose toujours la question, est-ce qu'il va falloir percer les ampoules ou pas? On ne perce pas une ampoule si elle ne s'est pas percée toute seule. D'accord? On la laisse, on désinfecte, d'accord? On met plutôt des antiseptiques incolores, type biseptine, ce genre de choses. Et voilà. Si l'ampoule s'est percée, on laisse la peau par-dessus. D'accord? Et puis, on peut dès lors protéger avec ce qu'on appelle des pansements hydrocolloïdes. C'est des sortes de pansements qu'on trouve en pharmacie qui font comme une double peau et qui vont favoriser la cicatrisation. D'accord? Mais alors, quand on a justement ce type de plaie là où on a des ampoules où la peau a été arrachée, on désinfecte, ça c'est le premier geste, et ensuite on colle un pansement hydrocolloïde. Avec un pansement hydrocolloïde, il n'y a pas de problème. Enfin, vous verrez, on ne ressent même plus la douleur. Il y en a de différentes formes en fonction de la localisation des ampoules. Donc, pour ceux qui ont des ampoules sur les orteils, il y en a des petits. Pour ceux qui ont des ampoules au niveau des talons, ben, on en a des plus grands. Enfin, voilà, ils sont spécifiques à chaque zone du pied. D'accord? Voilà. Mais la peau, en fait… Les pansements, Greg, il y a une question? Ouais, c'est ce qu'on appelle des compides, c'est ça? Ouais, c'est ça. Compide, c'est une marque. Mais voilà. Donc, c'est des pansements hydrocolloïdes. Mais Compide, ouais, c'est exactement ce type de pansement-là. D'accord. Voilà. Ensuite, on va avoir… La peau va se défendre. Excusez-moi, je bois un peu de lait. Donc, la peau va se défendre. Et elle va former de la corne. Cette corne, elle a un rôle protecteur, d'accord? Mais elle va se retourner contre nous, c'est-à-dire qu'elle va s'accumuler, d'accord? Et on va faire des grosses bosses comme ça ici. Et ça, c'est pas bon non plus. Parce que lorsque se forme ce qu'on appelle un durillon, d'accord? Ça peut gêner dans la chaussure. On perd la sensibilité du toucher au sol. Et c'est important d'avoir cette sensibilité du toucher au sol. On en parlera tout à l'heure dans la proprioception, mais c'est important d'avoir la sensibilité. Donc, il faut en avoir, mais pas beaucoup. Et en fait, on va en parler tout à l'heure, mais au niveau des traitements, il va falloir couper cette corne. Parce que si vous frottez, eh ben, vous accentuez le problème. Elle ne vient que des frottements. Comme je vous ai dit, tous les problèmes de peau viennent essentiellement des frottements. Donc, voilà. Les durillons peuvent être situés toujours sur des zones d'appui. Au niveau des traitements, on va chez son pédicure, il coupe, ou alors on trouve le moyen de couper soi-même. Voilà, faites comme vous voulez. Mais sinon, on peut faire aussi des éléments avec les semelles orthopédiques de décharge des zones d'hyperpression.
On voit là, par exemple, il y a vraiment un appui sous le gros orteil, un appui ici sous ce qu'on appelle les têtes métatarsiennes du deuxième et du troisième orteil. À ce moment-là, on va mettre des éléments en mousse qui vont entourer ces plaies et qui vont décharger la zone. Et on retrouve un certain confort en fait à la marche. Voilà. Ces durillons, quand ils grossissent, ils vont finir par s'enfoncer dans la peau et former ce qu'on appelle des corps. Donc là, vous voyez, on a un exemple de corps ici au niveau du 5e orteil. D'accord? Vous voyez ce que ça donne après traitement? Ça vous fait carrément un trou. Voilà. Et ben, vous imaginez marcher avec ça toute la journée, c'est comme si vous aviez un gravier dans la chaussure. C'est insupportable. Et donc voilà, là c'est très simple. Vous allez chez le pédicure, il va creuser à l'aide de petits instruments, il va creuser le corps. C'est pratiquement indolore. Franchement, c'est voilà. Et voilà. Donc ces corps, ils peuvent être situés à divers endroits. Là, on voit par exemple, et c'est toujours sur des points de pression, là où il y a des durillons. On voit là sur un orteil. Sur la diapositive d'après, on voit sous le pied. Donc, imaginez-vous marcher sur un caillou à cet endroit-là. Voilà, vous avez un caillou dans la chaussure en permanence. Voilà, et au niveau des traitements, donc pédicure, et on a voilà, ce type de petit appareillage qu'on peut faire en cabinet. Là, le corps serait situé ici. D'accord? Ça s'appelle une orthoplastie. Le cuir de la chaussure va venir frotter. En fait, ça, c'est le corps qui était là. Il était dû au frottement de la chaussure sur l'articulation interphalangienne ici. Eh bien, l'orthoplastie va permettre d'éviter le frottement de la chaussure contre cette zone-là. Voilà. Et donc, en fait, on ne recouvre pas la zone parce que c'est une zone de pression, d'accord? Donc, vous voyez, on fait tout le tour. Mais là, la surépaisseur va permettre de mettre l'articulation dans le vide. Et donc d'éviter les frottements et la formation des corps. Très efficace. Voilà. Mais ça, c'est quand les corps deviennent vraiment chroniques et très embêtants. Voilà. Après, toujours au niveau de la corne, on peut, vous voyez, en avoir sur les talons. Alors, sur les talons, il ne faut pas qu'elle s'accumule de trop non plus parce que elle finit par crevasser. Et ça, les crevasses, ça peut vraiment ouvrir le derme et vraiment vous faire très très mal. Ça peut saigner, ça peut être très très désagréable et vous empêcher de marcher normalement. Donc, enfin voilà, pour la course, c'est compliqué, c'est très compliqué aussi. Donc voilà, le traitement pareil en cabinet, on vous enlève toute la corne. Enfin, pas toute la corne, on vous enlève la corne qu'il faut pour éviter qu'il y ait trop d'accumulation et que ça finisse par crevasser. Voilà. Parce que tout ce qui est trop dur finit par rompre. C'est un peu l'histoire du roseau et du chêne, quoi. Voilà. Donc, que penser de ça? Tiens, Élise, dis-nous, qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, je ne réponds pas aux questions. Réponds pas aux questions, à son avis. Je te donne mon avis, je pense que c'est pas bien parce que tu as dit tout à l'heure que les frottements c'était pas bien. Donc j'imagine. Exactement, mais tu vois, tu comprends tout, c'est impeccable. En lui laissant un peu de temps de réflexion, ça marche. J'aime pas passer pour la première de la classe, tu sais, ça me plaît pas trop. C'est bon, tout le monde est là? Normalement, Ouais. On reprend ou pas? Vas-y. Bon. Ok. Donc, comme l'a dit Élise, effectivement, c'est pas bon parce que ça va frotter. Donc, on va accentuer le renouvellement cellulaire avec une râpe, avec des pierres ponces ou ce genre de choses. Et la corne va revenir de plus en plus vite et de plus en plus dure. Donc, vraiment très, très important de couper, en fait, d'avoir ce geste de couper cette corne. D'accord? Voilà, parce que là, on n'a pas d'action sur le renouvellement cellulaire. Alors, voilà. Maintenant, on va passer aux affections de la peau d'origine virale. Donc, en fait, vous voyez, ça, ce sont des verrues très fréquentes chez les enfants parce que leur système immunitaire n'est pas encore bien développé. Et on les attrape, donc c'est un virus, une verrue, voilà, qu'on attrape en milieu humide.
sur des pieds qui présentent au départ une petite plaie et hop, on attrape ce genre de choses. Donc, milieu humide, pour nous, ça va être quoi? Les vestiaires, les douches. D'accord? Donc, pour éviter ce genre de pathologie, ben, il faudrait mettre des claquettes. Ça, au niveau préventif, c'est important. Ensuite, si on a une verrue, c'est pas grave. Voilà. Elle finira par disparaître toute seule. Il suffit juste que le système immunitaire la reconnaisse comme étrangère et donc on ne va pas s'inquiéter. On commence à s'inquiéter au niveau des verrues quand elles prolifèrent. D'accord? Ou alors qu'elles font de la corne. Voilà. Sur les plus grosses, ici, il va se former de la corne aussi et puis ça peut devenir très gênant à la marche. Voilà. Pour faire la différence entre des verrues et un corps, on a vu que ce sont deux petites pathologies qui se ressemblent quand même pas mal. La verrue, elle va faire mal au pincement. Si vous pincez la verrue, le patient, enfin votre enfant en fait, va vous dire ah ça fait mal. Voilà. Si la douleur en fait pour un corps est ressentie à la pression directe, donc en appuyant sur la pointe cornée. D'accord? Donc, les verrues, on ne se fait pas trop de soucis, elles finiront par disparaître toutes seules, sauf si elles prolifèrent ou si elles grossissent de trop. Voilà. Dans ces cas-là, ben, on va soit chez son pédicure, soit chez le dermatologue. Et puis, ben, voilà, il y a des gestes thérapeutiques qui ne sont pas exactement les mêmes chez le pédicure que chez le dermato. Le dermato, il va plutôt vous brûler la verrue. Le pédicure, il va travailler sur la corne. Et, voilà. En fait, les deux, par contre, vous prescrire après ce qu'on appelle des topiques, des kératolytiques. Ce sont des petits. En fait, c'est de l'acide qui va manger la peau et la verrue qui est placée dans le derme, en fait, dans une couche intermédiaire de la peau qui s'appelle le derme. Et donc voilà, on va manger la verrue de cet acide. Il ne faut pas le faire en automédication. Faites attention, parce qu'il faut toujours qu'un professionnel ait un œil dessus. Pour vous expliquer aussi comment protéger la peau qui est autour. Voilà, parce que les gens qui se soignent tout seuls mettent l'acide et puis ça déborde et puis en fait ils vont fragiliser la peau autour et puis alors là c'est le meilleur moyen pour faire proliférer la verrue. Donc voilà pour le traitement des verrues. Ensuite, on va passer aux affections. Donc ça s'appelle un pied d'athlète. C'est une affection avec ce sont des mycoses en fait de la peau qu'on va attraper dans ses chaussures de foot humides, par exemple, ou dans les vestiaires ou ce genre de choses. Donc, on prévient, on sèche bien les chaussures. Il y a des facteurs favorisants, la transpiration, enfin bon voilà, tout ce genre de problème. On va aller chez son pédicure, chez son dermato, chez son médecin traitant qui va prescrire une poudre ou une pommade contre les champignons. Et puis voilà, il faut le prendre vite parce que sinon ça peut être très douloureux. Ici, là, dans les commissures, en fait, dans les espaces interdigitaux, vous pouvez avoir des crevasses qui vont se former et ça peut s'ouvrir. Donc, ça devient vraiment très douloureux. Ça, ce sont les affections de la peau. Maintenant, on va parler des affections des ongles. Donc ça, les footballeurs, en général, ils connaissent. Ça, il peut y avoir deux raisons. La première, c'est un traumatisme direct. On se fait marcher dessus avec un crampon. Voilà. Donc, contact direct du crampon sur l'ongle et ça va se mettre à saigner en dessous. Ou alors, on met des chaussures trop petites. Et là, petit à petit, en fait, sur cette zone-là, l'ongle, s'il est un peu long, bah, il va taper contre le bout de la chaussure. Et ici, ça va relever la matrice. Et je pense que là, c'est ce qui s'est passé en fait sur cet exemple-là. C'est très certainement que ça a dû buter là au bout et que vous voyez, comme il y a un hématome qui vient ici, jusqu'ici là, c'est que la matrice a été soulevée et donc ça, c'est très certainement lié à un mauvais choix de pointure. Voilà. Donc, on va appeler ça des micro-traumatismes répétés sur la partie
distale de l'ongle. Pour traiter ça, soit on serre les dents et on attend que ça passe, sinon la douleur, elle peut être immédiatement soulagée. Vous allez en cabinet, on vous fait 2 petits trous à l'aide de turbine qu'on a dans l'ongle. C'est complètement indolore et ça va vous soulager immédiatement parce que le sang va s'évacuer. Et ce qui vous fait mal, en fait, quand vous avez un hématome comme ça, c'est le sang qui est situé entre la lame de l'ongle et son lit. Et comme le lit de l'ongle il est innervé, et ça fait très très mal. Donc voilà, si vous évacuez le sang, vous pouvez jouer directement le dimanche après un entraînement. Il n'y a pas de problème. Voilà. Ah, je passe vite sur celle-là. Ça, c'est une mycose des ongles, d'accord? Donc ça, c'est lié à des traumatismes répétés de l'ongle. Ou alors chez les filles au vernis à ongles. Voilà, ça va épaissir l'ongle. Le traitement, ça c'est obligatoirement chez le pédicure. On va vous retirer toute la partie qui est mycosée. C'est pratiquement indolore. Ça fait un petit peu mal quand on commence à atteindre les zones qui sont plus saines. Mais sur toute cette partie-là, là, ça fait pas mal du tout parce que l'ongle est friable. Voilà. Et en dessous, il va se former de la peau comme ça. Le champignon va manger toutes les terminaisons vasculaires et nerveuses qu'il y a entre la lame de l'ongle et son lit. Et vous allez vous retrouver avec de la peau saine comme ça sous l'ongle ici. Donc, voilà, on enlève tout ça parce que si on ne l'enlève pas, ça continue à proliférer, ça peut gagner les autres ongles. Enfin, voilà. Mais il faut le prendre très, très, très vite. Dès que vous voyez une tache jaunâtre qui arrive sur l'ongle, il ne faut pas hésiter à demander à un professionnel parce que ça prolifère très, très vite et puis ça peut prendre des proportions importantes et le traitement est quand même assez long. Donc voilà. Bon, on passe vite là-dessus. Je vais vous parler aussi des ongles incarnés. Donc, la principale cause des ongles incarnés, c'est des mauvaises coupes d'ongles. C'est les gens qui n'arrivent pas à bien se couper les ongles. Le pédicure podologue va avoir un rôle dans l'éducation pour apprendre à bien se couper les ongles. Donc, globalement, on va dire aux gens de se couper les ongles droits et puis d'arrondir, de laisser sortir l'ongle et d'arrondir avec des limes à ongles. Mais quand c'est comme ça peut s'infecter, se surinfecter. Vous pouvez vous retrouver aux urgences pour ce genre de plaie. Et si vous voyez un chirurgien orthopédique, il va vous enlever la matrice à cet endroit-là. Donc, c'est une vraie opération. Moi, en cabinet, des ongles incarnés, j'en vois tous les jours. Ça fait 15 ans que je bosse. Je peux compter sur les doigts d'une seule main les gens que j'ai envoyés à l'opération. Donc, pensez, demandez à votre médecin qui vous oriente chez un pédicure. C'est la bonne solution. Voilà, pour les ongles incarnés. Dans les causes d'ongles incarnés, on peut avoir des chaussures trop étroites aussi, ou une transpiration excessive ou l'humidité en fait dans la chaussure, parce que l'humidité va fragiliser la peau, va la rendre beaucoup plus tendre, et puis l'ongle va rentrer facilement dans la peau. Il y aura aussi des morphologies de l'ongle qui vont se prêter à ça, des ongles qui sont très convexes ou carrément qui prennent des formes, on voit tout en fait, des formes d'escargot ici dans le coin, ou voilà. Ce qu'on appelle aussi des plicatures, il y a une angulation qui se fait là sur le coin de l'ongle. On peut changer la forme de l'ongle en cabinet en collant des sortes de tuteurs à la base de l'ongle qui vont réorienter en fait la lame de l'ongle, et c'est très très efficace et complètement indolore, donc et invisible aussi. Donc c'est de très bonnes factures. Alors voilà, je crois qu'on a fini pour la pédicurie. Est-ce que vous avez des questions? Non? Ça va? Ça a été les photos? On a passé le plus dur. C'est bon pour tout le monde? Une petite question pour les varices là, sur les pieds, pour les petits. L'année dernière, en fait, mon fils il faisait de la piscine et le foot. Ouais. Il développait ça assez souvent. Mm-hmm. Il mettait le traitement là localement.
Mais j'avais remarqué, comme tu disais, ça démange en fait tout le tour de la peau. Donc, au niveau, quelle est la bonne méthode pour appliquer le traitement quand on l'achète à la pharmacie? Moi, je fais mettre du vernis à ongles. Voilà. Tout D'accord. autour de la verrue. On met du vernis à ongles, ça va protéger. Après, on met le kératolytique juste sur le point central. D'accord. Et le vernis à ongles, finalement, on le rend de plus en plus concentrique et il va rester juste le point au milieu et comme ça, on va réussir à éliminer carrément la verrue. D'accord, super. Merci. Voilà. Et en fait, moi, quand je l'appliquais, je réussissais plus ou moins, je dirais, à le Ouais. garder à l'endroit où il faut. Et puis, ça mettait plus de temps, en fait, au lieu que ça soit traité dans une semaine. En fait, il fallait insister pour que ça parte. Ouais. Voilà. Mais voilà, pense à ça aussi, c'est que si c'est une verrue comme ça qui est isolée ou s'il y en a 2-3 chez un enfant et que tu vois qu'elle ne part pas dans tous les sens, il a pas mal, bah tu peux laisser et elles finiront par disparaître toutes seules la plupart du temps. D'accord? Voilà. Ok, merci. Voilà, voilà. La transpiration aussi joue un rôle en fait. Hein. L'humidité dans la chaussure aussi, ça joue un rôle pour l'apparition des verrues. Bon, donc pas de questions sur tout l'aspect pédicurie. Maintenant, on va parler de la podologie. Alors, d'abord, je vais vous décrire un petit peu ce que c'est l'activité d'un podologue, ce qu'il fait en cabinet. Puis après, on s'intéressera vraiment à la podologie dans le cadre de l'activité du foot. Chez les jeunes, chez les adultes, voilà, on ne va pas rencontrer le même type de problème. Donc, un cabinet de pédicurie. Donc là, bienvenue chez moi. Voilà, mon cabinet. Donc, l'activité du podologue consiste à concevoir et à adapter des semelles orthopédiques sur mesure pour traiter les troubles morphologiques et dynamiques du corps par l'intermédiaire d'un positionnement du pied. D'accord? Cette action depuis le pied se fait jusqu'en haut du dos, au niveau du rachis. Donc, on va avoir une action vraiment sur toutes les articulations, sur tous les muscles, d'accord, depuis le pied jusqu'en haut du dos. Donc, il y a un bilan podologique à faire. L'examen podologique va déterminer en fait le type de pied. Donc, si c'est un pied plat, si c'est un pied creux, on va voir ça tout à l'heure, ok. Valgus qui rentre à l'intérieur, varus qui va vers l'extérieur. Enfin, on va s'intéresser à tous les axes articulaires de le pied en passant par la cheville, le genou, les hanches et le dos. Ok. On va faire monter le patient sur cette petite machine-là qu'on appelle un podoscope qui permet de voir comment se comporte le pied une fois qu'on est debout, d'accord, les points d'appui, etc. Et puis, on va prendre les empreintes à l'aide d'un podographe qu'on ne voit pas très très bien ici, mais enfin bon, ça permet de prendre vos empreintes de pied. D'accord? Voilà. Donc, le but, comme je vous ai dit, c'est de confectionner des semelles orthopédiques sur mesure. Voilà, différents types de semelles. Hop. Ça, ce sont des semelles thermoformées qui sont moulées sur le pied des gens. C'est une technique particulière. Voilà, en fonction des podologues, il y en a qui font comme ça, il y en a qui font comme ça, il y en a qui font les deux, il y en a, voilà. Bon. Il y a juste un truc là, je vois, Marie, tu es toujours là. Donc, pour les gens qui courent beaucoup, moi, j'ai eu beaucoup de marathoniens qui sont venus me voir au cabinet. Je me suis récupéré à le club de marathon de Versailles, beaucoup de coureurs du marathon de Versailles, parce que on leur a fait des semelles thermoformées. Et le problème, comme je disais tout à l'heure, c'est que le pied à la course s'affaisse. Attention, sur les semelles thermoformées, ce sont des matériaux qui sont plutôt durs. Et comme c'est l'empreinte du pied et que en fait c'est le négatif, ça correspond au négatif de votre pied, on se retrouve forcément avec un appui sous la voûte plantaire, alors que normalement on a une voûte, d'accord? Et le pied s'affaissant, eh ben, les marathoniens ils se retrouvaient avec une pression ici sur l'intérieur du pied, qui faisait que ils se faisaient des ampoules et du coup les semelles devenaient insupportables.
Donc, de temps en temps, on a besoin d'avoir ce genre d'éléments à l'intérieur du pied, mais on travaillera toujours, en fait, des semelles orthopédiques, ça s'ajuste. D'accord? On va vous mettre une correction optimale, mais si jamais vous voyez que c'est trop douloureux, on va travailler sur les biseaux, on va utiliser des matériaux plus souples, ou alors on va carrément aplatir, finir par aplatir une voûte plantaire qui devient trop gênante. D'accord? Donc, c'est vraiment, le podologue, il va vraiment toujours adapter son appareillage. Ça prend du temps et un appareillage qu'on donne une année, ben, il va évoluer différemment sur 2-3 ans après. Enfin, voilà, c'est bon, c'est intéressant d'ailleurs de voir évoluer en fait les symptômes. En fait, on fait l'appareillage toujours en fonction des symptômes que l'on rencontre. Voilà. Alors, comme je vous ai dit, on va agir sur l'ensemble des muscles. Voilà. Donc, on va étudier d'abord le type de pied. Le type de pied. Vous avez déjà tous entendu parler des pieds plats, des pieds creux, d'accord? Bon, voilà un pied normal. Un pied normal, il a ce qu'on appelle cette bande externe, donc c'est cette zone-là, là, ici, là, qui va de là jusqu'au talon, cette zone-là, qui doit faire à peu près cette dimension-là. Si elle est élargie, on parlera de pied plat. Si elle est réduite, on parlera de pied creux. Elle peut même être absente dans le cadre d'un pied creux, d'accord? Bon, voilà. Les pieds plats, les pieds creux, en fait, vont présenter différentes pathologies. Un pied plat comme ça, affaissé, va souvent entraîner une rotation interne de toute la jambe, une antéposition du bassin. Enfin voilà, ça va se répercuter sur le dos, d'accord? Un pied creux, on va avoir des problèmes d'hyperpression parce que comme l'appui se fait pas sur la globalité du pied, eh ben on va avoir des durillons ici. On va avoir des problèmes au niveau de pression là, au niveau du talon. Donc ça, on verra ça tout à l'heure. Mais il y a des pathologies propres à chaque type de pied. Donc plus on se rapproche du pied normal, mieux c'est. Et le pédicure podologue, en fait, par l'intermédiaire des éléments qu'il va vous mettre sur la semelle, ben, va essayer de reproduire en fait un appui qui va correspondre à ça. D'accord? On va parler de pied valgus. Les pieds valgus, c'est, vous voyez, là on a l'os du talon qui va partir vers l'extérieur. On a ça c'est la malléole interne, c'est la bosse qu'on a au niveau de la cheville à l'intérieur là, qui va être saillante de chaque côté. Bon, tout ça, ça s'accompagne, comme je vous ai dit, de rotation de la jambe, d'étirement des muscles ici. Au contraire, ici, les muscles vont être relâchés. D'accord? Bon, ben, un muscle qui est trop tiré à l'intérieur comme ça, on peut avoir une tendinite. Voyez? Donc, on va essayer de rétablir par des éléments de calage interne ici le pied, ou là, inversement, dans le cadre d'un varus, on va mettre des éléments de calage externe pour rétablir un axe jambier, voilà, un axe de cheville physiologique. D'accord? Là, on a un exemple en photo. Vous voyez, ça peut être, donc le plus souvent, c'est cette diapo-là. Le valgus va être sur les deux côtés. Ah, attendez une petite seconde. Hop, je rebranche. J'ai un problème de charge de mon ordinateur. C'est bon. Donc, on va avoir voilà, un valgus bilatéral. Donc, ça va être les deux pieds qui vont tourner à peu près de la même façon. Vous voyez l'angulation que ça peut avoir. Bon, ben là, on a un pied qui est physiologique et puis l'autre, non, qui s'effondre complètement à l'intérieur. Là, on imagine qu'il va y avoir une rotation interne de la jambe que d'un côté. Donc, vous imaginez ce que ça peut donner. Le bassin va complètement se décaler. On va avoir des problèmes voilà, à tout, au niveau du dos surtout, mais à toutes les articulations pratiquement. Voilà. Après, le pédicure podologue va s'intéresser, donc je vous ai dit, aux axes jambiers. Donc là, on a un axe normal, d'accord? Ici, on va avoir un varus. Donc, ça va être ce qu'on va appeler un genu varum. C'est les jambes arquées, contrairement aux jambes en X, qu'on va appeler genu valgum. Bon, ben, on va regarder ce que ça va donner. Au niveau osseux, vous voyez,
Sur un génuvarum, on va avoir une ouverture ici au niveau des surfaces articulaires et une compression ici. Et ben, chez l'adulte, ça risque de poser problème, voilà, au niveau de la pression sur les articulations. Inversement, dans le cadre du génu valgum, d'accord? La rotule là qui est devant, les muscles aussi sur un génu valgum vont tirer vers le haut dans ce sens-là, vers l'extérieur, vers le bas, vers l'extérieur. Donc, la rotule va chasser vers l'extérieur. On peut avoir des problèmes rotuliens sur un génu valgum. Le pédicure podologue va recaler le pied, va remonter le compartiment interne du pied pour rétablir un parallélisme au niveau des articulations, éviter les compressions, les étirements et les problèmes qui peuvent en découler. Ça va, tout le monde comprend bien, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, on aura une action jusqu'au niveau du dos. Donc, pour corriger des dos qui sont voûtés ou au contraire des dos cambrés, voilà. Et on peut avoir aussi une action sur les scolioses. Alors, les scolioses, c'est un peu particulier. Selon les déformations, on peut corriger et des fois, on ne peut pas. Mais il ne faut pas oublier les semelles orthopédiques qui peuvent avoir un vrai apport quand la courbure du dos le permet. Hop. Alors, parlons foot. Chez les enfants, on va commencer comme ça. On va faire d'abord les enfants, puis les adultes. Donc, chez les enfants, on va rencontrer vraiment deux types de problèmes. Les problèmes morphostatiques. Chez les enfants, il est important, et c'est pour ça, là, les éducateurs, vous avez un vrai rôle à jouer. Si vous voyez des enfants qui ont une course un peu étrange, un peu bizarre, ou un axe jambier qui est pas tout à fait, qui vous paraît pas tout à fait physiologique, donc au niveau de la course, là on a un génu valgum. L'enfant quand il va courir, il va envoyer ses jambes vers l'extérieur pour éviter d'avoir les pieds qui s'entrechoquent, les genoux pardon, qui s'entrechoquent. Et donc, ça fait des courses vraiment qui sont plutôt étranges et il y a des enfants au plus jeune âge qui tombent très très souvent. Et bien là, voilà, on recale le pied, on va amener une rotation externe en calant vers l'intérieur, on amène une rotation externe de la jambe et du coup, les genoux vont plus toucher à la course et on va carrément corriger le problème. D'accord? Donc, important de corriger dès le plus jeune âge. Pourquoi? Parce que pendant la croissance, il y a correction. Après la croissance, on ne peut plus. On ne pourra que compenser. D'accord? Pourquoi pendant la croissance, on peut corriger? Parce que le cartilage de croissance va durcir. Si vous rétablissez le parallélisme au niveau articulaire, il va durcir de la même façon ici que là. Donc, on va arriver à corriger petit à petit, degré par degré, les mauvaises positions des enfants. Et donc, dès l'âge de 5 ans à peu près, on peut demander à son médecin généraliste de voir ce qu'il pense de l'axe jambier et peut-être qu'il vous orientera chez un podologue s'il trouve que voilà, les axes jambiers ne sont pas respectés. Donc, prévenir, c'est guérir. Vraiment, chez les enfants, il faut vraiment penser à observer le positionnement de leurs jambes. Voilà. Ça, c'est pour les troubles morphostatiques des enfants. Bon, après, il y en a de toutes sortes, hein, mais vous voyez, varum, valgum, les pieds qui rentrent en dedans. Il y a plein de choses qui vont rentrer en compte, mais bon, on le voit tout de suite. Hein. Voilà. Et après, la deuxième pathologie qu'on va vraiment rencontrer chez les enfants, alors ça, c'est à partir de l'âge de 8 ans et jusqu'à 15-16 ans, c'est ce qu'on appelle les ostéochondrites, d'accord, ou ostéochondrose. C'est la maladie de Sever, la maladie d'Osgood. Pour ceux qui ont déjà entendu parler de ces maladies, c'est un problème en fait d'inflammation du cartilage de croissance. Les os, les muscles ne grandissent pas à la même vitesse. Donc, en fait, les muscles vont tirer sur l'os et il va y avoir des inflammations au niveau de l'insertion des muscles. Et donc, on va se retrouver avec ce type de pathologie. Donc là, c'est vraiment… Alors, au niveau du talon, on appellera ça maladie de Sever.
Pour voir si un enfant a la maladie de Sever, il suffit de pincer le talon, comme ça, et immédiatement, il va vous dire qu'il a mal. Donc, mais juste en appuyant légèrement. Voilà. Donc, si vous avez un enfant qui se plaint du talon à 2-3 reprises, pensez à ça parce qu'il faut faire un diagnostic précoce, sinon c'est véritablement une galère. Moi, j'ai un joueur cette année dans ma catégorie qui n'a pas pu jouer de la saison. Il a été mis au repos pendant 6 mois parce que c'était pris un petit peu trop tard et malheureusement, voilà, l'enfant est resté à la maison. Donc, important de diagnostiquer ça rapidement. Le podologue, lui, ce qu'il fera, alors, il va agir mécaniquement en mettant une talonnette sous le talon, ce qui va détendre le muscle du talon. Je vous fais un petit exemple là avec une petite ficelle. Hop, tac, voilà. Vous avez hop, un muscle qui est tendu comme ça. Il suffit de remonter d'un centimètre et vous voyez ce que ça donne au niveau de la ficelle. Voilà. Eh bien, c'est ce qu'on va faire au niveau du talon. En remontant à l'aide d'une talonnette, on va détendre le triceps sural, c'est-à-dire le muscle du mollet, le tendon qui se termine par le tendon d'Achille, et ça va beaucoup moins tirer sur la zone d'insertion. Et comme ça, on peut arriver à ce que l'enfant continue le sport. On va aussi caler son pied à la course en fonction de s'il a un pied qui rentre à l'intérieur ou un pied qui va à l'extérieur. Enfin voilà, on va caler son pied pour qu'il ait une bonne stabilité et qu'il n'y ait pas trop de jeu d'étirement en fait, des muscles sur les cartilages de croissance. D'accord? Donc important au niveau du talon. Voilà, l'image radio, voilà, ça donne ça. Voilà. Au niveau du genou, on va avoir la même chose. On appelle ça la maladie d'Osgood-Schletter. Le muscle de la cuisse se termine ici par le tendon rotulien. Voilà. Il y a 4 muscles qui se regroupent ici, qui passent au niveau de la rotule et qui se terminent là sur le tendon rotulien. Donc, sur la petite bosse qu'on a en avant du genou, eh bien, il va y avoir une douleur qui est ressentie. C'est l'insertion du tendon rotulien et c'est la même chose que la maladie de Sever, mais au niveau du genou. Donc, pareil, avec selon les axes jambiers, on va corriger ça pour voir si ça a une incidence en fait sur sur la traction qu'exerce le tendon rotulien sur la cartilage de croissance au niveau du tibia. Voilà. Hop. Voilà donc pour les enfants. On corrigera les troubles morphostatiques et les ostéochondrites. C'est vraiment ce qu'il y a comme pathologie principale. J'en reviens un petit peu donc sur les terrains synthétiques. Il faut savoir ce que je vous ai expliqué là pour le tendon d'Achille, que les terrains synthétiques sont des terrains dans lesquels le pied va s'enfoncer. Et donc, le tendon d'Achille va être très très sollicité pour nous mettre sur la pointe des pieds. Et donc, des fois, moi dans mes chaussures de foot, je me suis fait une talonnette juste pour sortir du terrain. Ça permet déjà un travail en moins à faire par le muscle du mollet, ce qui nous fait du bien en fait, parce que à la fin du match, il y a beaucoup moins de fatigue au niveau des mollets. Et surtout, ça va éviter les ruptures du tendon d'Achille qui sont en recrudescence depuis qu'on a des terrains synthétiques. Donc, pensez à ça. Vous voyez ce que je vous ai expliqué sur la détente du tendon d'Achille, c'est valable sur terrain synthétique. Pensez-y. Chez l'adulte, on va faire d'abord un petit rappel anatomique. Un muscle est constitué du corps musculaire ici, d'accord, qui va se contracter. Il est relié, en fait, le muscle par des tendons aux os. Et donc, un muscle va relier 2 os. Et en se contractant, il va les rapprocher. C'est ce qui va nous permettre de nous mouvoir. Au niveau des fibres, donc le corps musculaire est constitué de fibres musculaires, d'accord ? Il peut y avoir des lésions de ces fibres musculaires. Donc, le stade le moins grave, ça va être l'élongation. Ça va correspondre à ce qu'on appelle une contracture.
lors de la pratique du sport, on va ressentir une sorte de pointe. Bon, l'élongation, donc la contracture, c'est un point douloureux qui va nous empêcher de continuer le match immédiatement, d'accord? Mais il ne faut surtout pas aller tirer dessus, sinon il risque d'y avoir déchirure et dans le pire des cas, rupture, d'accord? Dans notre cas, au niveau des élongations, le temps de repos va être, le temps de guérison, c'est vraiment le plus important. Pour une élongation, ça va être d'une semaine à 10 jours. Pour une déchirure, là, on passe sur 1 mois, 6 semaines. Et pour une rupture, là, ça va être 6 mois d'arrêt, quoi. Donc, faut pas tirer trop sur la machine. Dès que vous commencez à sentir une petite pointe, il faut se mettre au repos, il faut être raisonnable et pour éviter que ça s'aggrave. D'accord? Voilà. Donc, les muscles, il va falloir les préparer. Donc, c'est pour ça, d'où l'importance des étirements avant les matchs. Avant les matchs, on va faire des étirements actifs, c'est-à-dire qu'on va contracter ces muscles puis les étirer. Et après, après les matchs et en récupération, le lendemain des matchs, etc., on va faire des étirements passifs, c'est-à-dire qu'on va maintenir une position étirée du muscle pendant un temps plus long. Mais il n'est pas question de faire des étirements passifs avant un match, parce que quand vous faites un étirement passif, vous endormez le muscle. Finalement, vous risquez de vous blesser parce que vous avez maintenu trop longtemps la position. Donc, très important de faire des mouvements suivis d'un étirement au début des matchs. Pareil, au début des matchs, il va falloir bien vous hydrater. Et pour s'hydrater, donc j'en ai parlé, on en a parlé avec Antoine, on verra, on va faire certainement un webinaire avec une diète. Mais pour s'hydrater, c'est très simple. Hein. Avant un match, on va prendre de l'eau de source ou de l'eau du robinet, ça suffit largement. Et après le match, les eaux minérales pour apporter les sels minéraux qui sont partis lors de l'effort. D'accord ? Donc voilà, il y a 2 types d'hydratation, avant et après le match. Pensez-y, mais ça, on en parlera plus tard. Voilà. Maintenant, on va parler des tendinites. Alors, les tendinites, c'est des affections des tendons. C'est la zone qu'on a vue tout à l'heure. Hop, je reviens dessus. Par là. Voilà. C'est une inflammation de cette zone-là. Donc, c'est à l'insertion des muscles. Les plus fréquentes, et notamment chez les footballeurs. Hop, voilà. Je vais faire par étage. On a celle au niveau du pied. On appelle ça les myoaponevrosites plantaires. C'est une douleur qui est ressentie ici. Il y a des petites calcifications qui peuvent se mettre à l'insertion du tendon, qui vont prendre la forme d'une épine. Mais ce n'est pas l'épine qui pique et qui fait mal, d'accord? C'est vraiment une tendinite de cette région-là. Et donc, pour ça, on va mettre la talonnette pour détendre en fait cette corde qui est tendue depuis l'arrière du genou jusque sous le pied. Et on va venir soutenir la voûte plantaire. Voilà. Pour les gens qui ont mal à la voûte plantaire, bien souvent, c'est pas mal de faire avec une balle de tennis ou ce type de balle, d'accord, de faire rouler une balle sous le pied comme ça pour permettre de détendre un petit peu les muscles et de faire du massage en fait. Hein. Voilà. Donc les tendinites, au niveau du pied, on appelle ça des myoaponevrosites plantaires. Là, le traitement chez le podologue obligatoire parce qu'on va traiter, nous, la cause. D'accord ? Après, toutes les tendinites, on peut les traiter aussi chez les kinés avec différentes techniques, le massage transverse profond, les ondes de choc. Enfin, voilà. Je reviens d'ailleurs sur les contractures, les déchirures, etc. Il va falloir obligatoirement passer chez votre kiné aussi pour ce type d'affection-là parce que quand vous faites une déchirure, il y a de la fibrine qui vient se mettre à l'endroit de la cicatrisation. Ça durcit le muscle et en fait, le kiné, lui, par massage transverse profond, va faire claquer cette fibrine.
Et c'est important parce que, comme je vous ai dit, comme tout à l'heure, tout ce qui est dur finit par rompre. Vous risquez de vous reblesser sur des déchirures que vous êtes déjà faites parce que justement ce travail n'a pas été fait. Donc, on va avoir vraiment un travail en synergie entre le podologue et le kiné. Le podologue va travailler bien souvent sur les causes et le kiné va travailler sur les conséquences d'une blessure. D'accord? Voilà. Donc, les tendinites, ben là, on va avoir la tendinite d'Achille, voilà, du tendon d'Achille. On va avoir des tendinites au niveau des genoux. Ça, elles sont ressenties à l'intérieur du genou, au niveau de ce qu'on appelle la patte doigt. Donc, c'est lié à des morphologies aussi. Voilà, sur un génu valgum, les jambes en X, ces muscles-là vont être plus étirés, donc ça va tirer davantage. Et vous pouvez vous retrouver avec des tendinites. On va avoir la tendinite, donc ce qu'on appelle le syndrome du tenseur du fascia lata, le syndrome de la bandelette iliotibiale, ou ce qu'on appelle très couramment le syndrome de l'essuie-glace, pour tous ceux qui ont déjà entendu parler de ça. Il y a deux muscles qui sont là, le tenseur du fascia lata et le moyen fessier, c'est des muscles abducteurs de la jambe qui sont très sollicités dans le football, puisqu'ils sont sollicités à chaque fois qu'on est sur un pied, d'accord ? Eh bien, ces muscles-là se rejoignent et se terminent par ce qu'on appelle la bandelette iliotibiale. Eh bien, cette bandelette va venir frotter ici à l'extérieur du genou sur un petit tubercule qui est sur le fémur là. Et à chaque fois que vous allez faire une flexion-extension du genou, elle va passer d'un côté de l'autre de ce tubercule. Il y a une inflammation qui va se créer et donc une tendinite au niveau de la zone. Bon, ben là, c'est pareil. À l'aide des semelles orthopédiques, on vous remet l'axe jambier et on évite ce frottement excessif. Bon, voilà. Donc, on parlait des tendinites au niveau des hanches, donc à l'extérieur de la hanche sur le moyen fessier particulièrement. Donc, la douleur est ressentie au niveau de la fesse à cet endroit-là. Hop. Voilà. Attends. Tac. Voilà. Ou chez les footballeurs particulièrement, on va avoir les pubalgies. Donc ça, c'est pour les tendinites à l'intérieur des muscles, en fait, sur les muscles adducteurs. D'accord? Donc pour prévenir ça, il ne faut pas glisser. Important, donc d'où l'importance du cramponnage qu'on a vu tout à l'heure. Et puis, il faut faire des abdos parce que ce sont les abdos qui tiennent toute cette zone-là. Donc voilà, Mooch. Je te fais confiance. Tac. Je vais vous parler d'un muscle qui est très important chez les footballeurs, c'est le psoas. Le psoas, il est particulièrement mal sollicité chez les footballeurs. C'est un muscle qui s'insère au départ sur la région lombaire et qui finit en fait sur le fémur, d'accord ? Et d'une position en fait où lorsqu'on va armer sa frappe, il va être étiré, d'accord ? On va le contracter pour frapper. Et donc en fait, c'est ce qu'il y a de pire pour un muscle d'une position étirée, être contracté. Et donc on va se retrouver avec des douleurs comme ça d'insertion du muscle et des inflammations au niveau du bas du dos, dans cette zone-là, la région lombaire. D'accord ? Donc, il faut vraiment l'étirer. Donc, avant les matchs, pareil, étirement actif, où on simule une frappe et on va essayer de venir toucher la main avec son pied, vous voyez. Et hop, on se met en position comme ça de chevalier servant. Et voilà, on maintient la position comme ça. C'est très important parce que vous allez vous éviter beaucoup de douleurs de dos en faisant ce type d'étirement-là. Voilà. Hop. Voilà. Après, maintenant, je vais vous parler des pathologies au niveau articulaire. Donc, les pathologies articulaires, elles sont majorées par des mauvais axes de jambes. Donc, comme on a vu tout à l'heure, un génu valgum ou un génu varum, d'accord, va entraîner des zones de compression soit à l'intérieur, soit à l'extérieur du genou. Et on va se retrouver avec une usure prématurée d'une zone. Donc,
Important de corriger ses positions, d'amortir. Et puis donc voilà. Donc là, on voit que le cartilage de croissance ici va se fissurer. Les ménisques, qui sont des coussins en fait amortisseurs, peuvent se fissurer, se déchirer. Il peut y avoir des éperons osseux. Ça, c'est quand le cartilage commence à s'éroder. Ben, il va y avoir des petites aspérités de l'os. Et ça fait très très mal. C'est des douleurs de frottement qui vont être très handicapantes. Donc, vraiment prévenir, ben, c'est guérir. On va essayer d'amortir au maximum. Et c'est important. Voilà. Hop. Au niveau articulaire aussi, alors là, on va parler des entorses. Donc, les entorses, elles peuvent être soit on se tord le pied tout seul, d'accord, sur une mauvaise prise d'appui. Par exemple, on va faire un duel à la tête, on retombe et on retombe mal et le pied va tourner. Ou alors, on va se prendre un tacle appuyé au mauvais endroit et le pied va tourner. Donc, au niveau de la cheville, l'entorse la plus fréquente, c'est l'entorse externe. Le pied va tourner comme ça, vers l'extérieur. Les 3/4 du temps, sur ce type de pathologie, il va y avoir des ruptures de certains ligaments. Ça dépend de l'angle en fait de torsion. Moi, je sais que je m'étais fait une énorme entorse il y a quelques années. J'ai plus de ligament ici au niveau de mon ligament antérieur est complètement parti. Il n'est pas rare que les footballeurs finissent sans ligament, sans un des 3 ligaments ou des fois même les 3. Ce qu'il y a, c'est que, et ça c'est très important à comprendre, il faut aller chez le kiné quand on se fait une entorse. Pourquoi? Parce que déjà, il va drainer l'œdème qui va se former là. Ça va être son premier geste. Il va essayer de drainer l'œdème. On va essayer d'enlever l'hématome qui est là de façon le plus rapidement possible. Parce que sinon, l'œdème va se transformer en une substance fibrineuse en fait, d'accord, qui va enraidir les articulations et qui va vous empêcher en fait, qui va vous faire perdre de l'amplitude articulaire et donc vous perdez en souplesse. Et je vous le dis, c'est important, votre technique dépend beaucoup de la souplesse de pied que vous avez. Donc Blacky qui est très souple, voilà, tout ça on explique ta technique. Voilà, important d'aller chez le kiné pour après. Parce que comme je vous ai dit, les ligaments ne vont plus tenir vos articulations une fois qu'ils ont été lésés. Eh bien, qu'est-ce qui va prendre le relais? Ce sont les muscles. Et il va se mettre en place ce qu'on appelle la proprioception. Donc, le kiné va vous faire des exercices de proprioception, c'est-à-dire des exercices où on va travailler sur votre équilibre. Ces exercices-là, vous pouvez les faire avant les matchs. Très important. Pendant l'échauffement, vous vous mettez le long de la ligne de touche. À cloche-pied, vous passez d'un côté de la ligne de touche, de l'autre côté. Et vous stabilisez sur chaque appui. Et vous faites ça sur un pied, puis sur l'autre. Ça va donner des informations à vos muscles. Ça va les appeler à se stabiliser. Et c'est un réveil musculaire en fait. Et donc, ça va éviter les torsions qu'ils peuvent avoir. Il va y avoir une réponse précoce du muscle lors d'une instabilité en fait, d'accord? Donc pensez à ça, cette phase de proprioception elle est très très importante, d'accord? Voilà. Donc chez le kiné, très très important pour travailler ça. Bon, la gravité des entorses en fait dépend du gonflement au départ, tout de suite en fait. Si vous avez un œuf de pigeon dans la minute qui suit, vous savez que c'est une entorse grave. Il va y avoir un gros hématome, un gros œdème. Il va falloir vraiment travailler en drainage là-dessus. C'est très important. Je vous donne un petit truc. Des fois, on se fait des petites entorses parce que le pied a tourné légèrement. Il va falloir… Bon, la base, c'est qu'on glace. Dès qu'on s'est fait une entorse, on glace. Mais quand vous êtes à la maison, ce que vous allez faire après, c'est des bains de pieds chaud-froid. On appelle les douches écossaises. Et on termine, et c'est très important, on termine par le froid. D'accord? Pour faire une vasodilatation, vasoconstriction. Ça va drainer. D'accord? Et sur des petites entorses où on a continué à jouer parce que c'était chaud et puis qu'on commence à les ressentir
quelques heures après, ça peut suffire à ce que dès le lendemain, vous marchiez tout à fait normalement, ces bains de pied chaud-froid. On fait ces bains de pied et on termine, on glace, on surélève le pied, ça draine et ça suffit à pouvoir rejouer. D'accord? Voilà. Ça, c'est sur les entorses bénignes. Okay, sur les grosses entorses comme ça, il va falloir immobiliser et on glace pour éviter voilà, ce genre de problème. Les bains de pied chaud-froid, on va sous la douche, on met l'eau chaude, on met l'eau froide, on fait attention à ne pas se brûler et puis voilà. On alterne, on fait 30 secondes de chaud, 30 secondes de froid. On termine par le froid. Après, les entorses du genou. Alors, il y a différents ligaments sur le genou. On a le ligament latéral externe ici, le ligament latéral interne et les ligaments croisés. D'accord? Bon, voilà. Si y a le genou va tourner sur, par exemple, un blocage du pied avec les lamelles ou ce genre de choses, ou sur des morphologies de genoux, comme je vous ai dit, les génuvalgums sont plus sujets à avoir des entorses des ligaments croisés. Voilà, ça va entraîner une instabilité du genou. On peut continuer des fois à jouer si les muscles en fait prennent le relais. Moi, j'ai un copain qui s'est fait une entorse du genou. Il a été immobilisé. La kiné a travaillé avec lui sur la musculature de son genou. Il a rejoué 6 mois après sans avoir aucun problème. Et puis après, il a voulu aller au ski. Et par contre, là, quand vous voulez aller au ski, vous êtes obligé de passer par l'opération, parce que sinon, ça va rester trop instable et vous risquez vraiment de vous refaire très, très mal. Donc voilà. Les entorses au genou, on peut prendre le relais aussi par une bonne musculation des quadriceps et des ischio-jambiers. Là, je vais vous parler des hernies discales. Ça, c'est au niveau du dos. Une pathologie qu'on va souvent rencontrer et sur les terrains synthétiques qui sont plutôt instables, c'est pas fait pour arranger ce genre de pathologie. En fait, on va avoir une usure des disques intervertébraux. Cette usure va faire que le disque peut se fissurer. Ou alors, ça va être lors d'un déménagement, on se fait un lumbago et puis voilà, il y a fissure du disque intervertébral. Eh bien, ce disque-là, voilà, il est conçu d'un noyau. Enfin, au milieu, on a un noyau. Et ce noyau va migrer dans la fissure et venir ici contrarier le nerf. Hop, comme on peut le voir là. D'accord? Donc, ça va entraîner quoi? Des douleurs de sciatique. La douleur de sciatique, elle est ressentie sur tout le trajet du nerf sciatique. Le nerf sciatique, c'est un nerf qui est à la fois moteur et sensitif. Donc, ça peut se traduire par des douleurs ou au contraire par une perte de sensibilité et même une perte de motricité. Quand vraiment le muscle est très atteint, on peut même aller jusqu'à la paralysie, Donc, dans ces cas-là, quand vraiment il y a paralysie, on va être obligé d'opérer, Mais sinon, avec des sciatiques modérés, où la douleur est modérée, on va vraiment s'intéresser, pareil, au positionnement du corps. Et donc, les pieds vont être aussi à observer, Voilà. Je crois avoir à peu près tout dit. On a fini la podologie. Voilà, ouais. Ce qu'il faut savoir aussi, petite parenthèse, c'est qu'on travaille vraiment en synergie avec les autres professions, qu'elles soient médicales ou paramédicales. Et c'est une vraie collaboration. Moi, j'ai l'habitude de dire que le podologue, c'est le tuteur en fait d'une position d'équilibre. Quand vous avez par exemple mal au dos, vous allez aller voir votre ostéopathe qui vous dit que vous avez le bassin qui n'est pas en place. On va réfléchir pourquoi le bassin n'est pas en place. Ça peut être lié à une inégalité de longueur des membres inférieurs. Donc, on va mettre une talonnette d'un côté. Vous voyez, c'est un travail en équipe. Et c'est toujours un travail en équipe avec les différents professionnels de santé. Donc voilà, il y a une vraie synergie entre les professionnels et puis voilà, la pédicurie et podologie, surtout la podologie, c'est vraiment le podologue, c'est le tuteur en fait d'une position d'équilibre. Il faut toujours penser à ça. Voilà. Je vous remercie tous. Voilà. Et est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez rallumer vos micros au fur et à mesure pour les questions.
dans un premier temps les questions sérieuses et après on fera les Après, on fait l'apéro? questions. Après, on peut faire l'apéro. Alors tiens, si tu peux juste enlever le fond que je puisse partager. Oui. Il y a des questions sur le chat. Tac. Voilà. Alors moi, je vais juste remercier Greg quand même pour sa présentation, super intéressant. Vous pouvez bien évidemment, si vous avez des questions, on ne va pas faire de pub, mais si vous avez des questions, il sera, je pense, très content de pouvoir vous répondre autour du terrain. Perso, je préférais qu'il s'occupe des gamins à l'entraînement, donc passez-lui un coup de fil, envoyez-lui un petit mail, allez le voir dans son cabinet, il est à Guyancourt, pas très loin. Donc ça sera l'occasion de visiter son beau fauteuil jaune. Vous verrez son banc de musculation. Jaune et bleu. Hein. Voilà. Jaune et bleu, je remarque. Hein. Il y a du bleu en dessous. Voilà. Jaune et bleu. Donc, il n'est pas bleu ton pied de chaise? Non, il n'est pas bleu. Non, il n'est pas bleu, il est noir. Mais mes semelles sont bleues couleur voisin. Ouais, j'ai pris un revêtement voisin. Voilà. Donc les remerciements, le petit slide que vous voyez là, il sera à la fin de la vidéo qu'on va mettre sur YouTube. Il va publier tout ce qui s'est fait aujourd'hui. Tout a été enregistré et puis vous retrouverez toutes ces coordonnées. N'hésitez pas. Voilà. Moi, je remercie aussi Élise qui a bien œuvré pour diffuser l'info du webinaire. C'était très sympa. Et comme je disais, je remercie Antoine d'avoir eu l'initiative de nous organiser cette petite réunion parce que je pense que elle peut éviter pas mal de blessures. Et puis, ça vous donne déjà un axe de guérison. Donc voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions? Il y en avait 2 sur le chat. Ouais. Vas-y. Alors, je voulais savoir s'il y a des semelles pour la syphose. Oui. Une syphose, d'accord, c'est une courbure exagérée donc on a vu tout à l'heure, c'était dans les courbures de dos, d'accord. Elle s'accompagne souvent en fait, le positionnement du pied va influer, d'accord, donc sur tout le squelette. Et oui, on va par les rotations de la jambe entraîner une position différente du bassin et donc on va rééquilibrer automatiquement le dos. C'est-à-dire qu'en fait, le but, c'est toujours d'avoir une ligne d'horizon la plus horizontale possible. Ça, c'est quelque chose qui se fait naturellement. Si votre bassin est positionné vers l'arrière, vous allez regarder vers le haut et donc, en fait, il va y avoir une adaptation de votre dos vers l'avant. Et donc, vous allez vous courber le dos. Donc, on rétablit on remet le bassin en place et du coup, on va réaxer le dos. Donc, oui, on a une vraie action sur tout ce qui est hyperlordose ou syphose. Enfin, voilà, ce genre de choses. Voilà. Deuxième question, est-ce que tu reprends les consultations? Tu as le droit d'ouvrir ton téléphone. Pas avant le 11 mai. Bon, voilà. Pas avant le 11 mai. L'ordre des podologues a œuvré. Voilà. Avec un masque ou pas? Ah oui, ouais, avec un masque. Ouais, non, les conditions au cabinet, elles sont drastiques. Hein. Les conditions de reprise sont drastiques. On va mettre en place voilà, on est dans un milieu stérile pratiquement. Voilà. Okay. Est-ce que la présentation… Oh, pardon. Juste une question. Ouais. Juste une question. Pour trouver la vidéo de la session précédente et celle d'aujourd'hui, c'est quoi le lien sur YouTube sur quelle chaîne? Il y a une chaîne YouTube Voisin Football Club dans laquelle il y a une playlist où il y aura toutes les vidéos webinaires. Et après, sinon, on les partage aussi sur Facebook dès qu'elles sont prêtes. D'accord, parce que le soir même là, de l'ancienne session, j'ai essayé de la retrouver, j'ai rien trouvé sur YouTube. Sur la page du Voisin Football Club, sur la chaîne du Voisin Football Club, tu la retrouveras. D'accord, entendu. Super, merci. Je t'en prie. Et moi, je voulais savoir si, Greg, tu pouvais diffuser ta présentation, ton PowerPoint ou pas? Ouais, bien sûr. Alors, qu'est-ce que tu veux exactement? Tu veux que je la diffuse comment? Je sais pas. Tu l'envoies, c'est ça? Je te pose. Ouais, à moi ou à tout le monde, tous ceux qui étaient présents à la réunion, je sais pas comment. C'est ce qui va être fait. Sur la vidéo, hein, du coup. C'est ce qui va être fait sur la vidéo via Voisin. Enfin, ouais, mais ce sera une vidéo, du coup, ce sera moins facile à consulter que si. Oui, tu veux le le PowerPoint, ouais.
Ouais, je veux bien si c'est possible. Hein. On peut le mettre quelque part, Alice, ça? Pardon? Est-ce que sur YouTube… Si on doit pouvoir faire un lien Drive, je pense. Ouais. Je regarde si on peut faire un lien Drive. On regardera pour diffuser le slide en même temps. Ouais, juste la presse, parce que les vidéos, des fois, c'est un peu lourd à charger. Donc, les presses, c'est plus facile à consulter après. Comme je suis un grand adepte des blessures, je vais me relire ça tranquillement. Alors, j'en profite. En tous les cas, merci beaucoup, Greg. J'en profite sur une transition sur ta question. On réfléchit aussi à faire d'autres webinars. Est-ce qu'il y a des sujets que vous souhaitez voir abordés? Vous serez utile. Moi, déjà, il y a un sujet qui me paraît essentiel et j'ai fait une formation. Enfin, j'avais fait une formation, mais là, pour le coup, il faudra faire intervenir quelqu'un vraiment spécialisé. Mais il y a un sujet qui est vraiment très, très important, c'est les gestes de premier secours dans le cadre du football. J'avais fait ça au district, c'était super intéressant. Et c'est important vraiment que tout le monde ait vraiment un regard là-dessus parce que ça pourrait être très intéressant. Ouais. Ok, il faut qu'on trouve un médecin. Je vois, j'ai des questions qui m'arrivent en fait. J'ai Mehdi qui vient de m'envoyer une question. Elle a été tronquée. Tu l'as toi la question, Élise? Ouais. Alors, est-ce que tu confirmes ou non que les chaussures Nike ne sont pas forcément adaptées au pied large pour la majorité des modèles? Et le système de semelle dont tu parlais existe-t-il chez Adidas ou autre? Donc, c'est pour les crampons troués. Est-ce que tu les trouves ailleurs que chez Nike? Et Adidas, ils font aussi donc des semelles artificial ground, d'accord? Ça, il n'y a pas de problème. Donc, vous allez retrouver du turf, vous allez retrouver un certain type de crampons qui sont conçus pour le synthétique. Les crampons ronds troués, je ne les ai pas vus chez Adidas. Par contre, effectivement, Nike, chose plutôt étroite par rapport à Adidas, chose beaucoup plus large. Donc, effectivement, c'est vrai qu'en fait, en fonction les marques ont certaines caractéristiques et voilà, ça dépendra de votre type de pied. Mais ça, l'essayage, en fait, en magasin, il est important. Juste une petite chose aussi, il faut penser à ça. Quand vous êtes au magasin, le mieux, c'est d'aller au magasin plutôt le soir parce que le soir, votre pied est déjà un peu affaissé de la journée. Il est gonflé et donc, il prend déjà une certaine place dans la chaussure. Donc, pensez, si vous avez le choix, si vous voulez aller acheter vos chaussures de foot ou vos chaussures de sport plutôt le soir, ça vous donnera déjà un bon indicatif de ce que ça peut… au moins, vous ne serez pas trop serré après dans ce que vous irez courir. Tu parlais d'un moment de graisser ses chaussures. Ouais. Toutes les chaussures, même celles en plastique? En cuir. En cuir, il disait, je pense. Hein. Ouais, je parlais du cuir. Je parlais du cuir des chaussures. Bon, après, maintenant, voilà, moi, les chaussures en plastique, si vous voulez vous éviter les champignons, c'est pas mal. Toi, t'as un copain à toi. Non, parce que les gamins, aujourd'hui, ils ne mettent plus les Copa mondiales. Les pauvres, s'ils savaient. C'est pas beau. Donc aujourd'hui, tu as quasiment que des chaussures en plastique. Ouais, bon, les modèles que j'ai montrés, ils étaient en cuir, enfin certains. Mais effectivement, pour toutes les chaussures en plastique, il faut savoir le plastique, ça respire moins bien que les textures naturelles en fait, comme le cuir. Et du coup, vous retrouvez, elles sentent très très vite mauvais ces chaussures en plastique. Et quand ça sent mauvais, c'est qu'il y a des microbes. Donc mais elles sont moins chères. Elles sont moins chères. Ouais, c'est vrai. Marie, je te dis bonsoir parce que j'ai vu que tu me disais bonsoir. Donc je te dis bonne continuation et merci d'avoir été là. Ok, autre petite question qui nous permet de savoir sur les formations. Est-ce que ce type de formation, est-ce que Greg a été assez précis, trop précis, il a été trop loin, pas assez? Est-ce que vous avez besoin de plus de précision ou pas? Petit sondage comme ça pour savoir votre ressenti. Okay. Bon, on va aller manger alors. Non, pour moi, c'est bon. J'écoute pas. Vous pouvez critiquer. Non, c'était complet. On peut pas dire que c'était pas complet. C'était très complet. Ouais, pourtant, c'était complet, mais voilà, j'essaie de pas trop quand même aller
de pas trop utiliser des termes trop scientifiques et pas, enfin voilà, c'est les grandes lignes en fait, c'est les grandes lignes de chaque chapitre. Après, c'est vrai que si vous avez des questions vraiment plus poussées, on vous a donné le lien, vous n'hésitez pas. Hein. Mais personnellement, je pense pas qu'il faut aller plus loin parce que tu vois là, ça fait quoi? Ça fait 1h30, Oui, non. 1h45 qu'on est là. Déjà après 1 heure, il y a une baisse d'attention un peu de tout le monde, mais ça c'est normal. Donc faut rester sur des formats 1h, 1h30 max avec les questions-réponses, comme ça tout le monde reste concentré, focus sur le sujet. C'est dans une logique de dire, est-ce qu'on a besoin d'une deuxième session qui serait plus technique, plus détaillée, ou rentrer plus en détail? C'est surtout pour ça. Mais ok. Non, je crois pas. Par rapport à ce soir, je pense nécessaire. pas. Non, je pense que c'est bon là. Oui, je pense que c'est. Enfin, moi, pour ma part, je pense que déjà, si vous arrivez à retenir tout ce qui a été dit là, c'est déjà très bien. Après, voilà, comme je vous dis, je reste et peut-être que on s'en refera sur sur l'année prochaine, on pourra se faire une réunion ou un truc comme ça, ou refaire un webinar. Ou peut-être tu peux faire les petits conseils pour les débuts de saison. Ouais, bien sûr, ouais. Par exemple, je sais pas. Là, par exemple, sur les conseils de chaussures, prenez vraiment en considération, pour les éducateurs, si les enfants vous demandent, ou même à la fin de la saison, parlez-en, expliquez les différents types de crampons. Et moi, si j'étais vous, je leur interdirais presque les lamelles aux enfants. Les barrettes, clairement. Et, c'est important, surtout les grands là, ceux qui pensent le foot à 11 là, ils pensent plus à l'esthétique de la chaussure qu'autre chose. On a vu les Ronaldo, elles sont superbes, mais elles sont chères aussi, donc ils n'iront pas les chercher. Pratiquement 300 €. Mais voilà. Ok, parfait. D'autres choses? Ouais. S'il n'y a plus de questions, on peut peut-être juste annoncer le programme de la semaine prochaine. Vas-y. Qui est un webinaire sur l'arbitrage avec Gabriel Henry, qui est qui est arbitre fédéral. C'est ça? Je dis des bêtises. Non, c'est ça. Arbitre fédéral. Et Johan aussi qui sera là. Ils feront une formation en binôme et notamment il fera le point sur les nouvelles règles à venir pour la saison prochaine. Donc, je pense notamment aux coachs et aux éducateurs. C'est je pense une bonne formation. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer, à me dire si vous voulez vous inscrire ou non. Donc, c'est mercredi prochain, 18h30. Ok, merci. Okay, super. On sera là. Merci. Merci à toutes et à tous. Portez-vous bien. Pas pareil, prenez soin de vous. Bonne soirée à tous. Salut. Coucou. Bonne soirée. À bientôt. Merci Greg. Merci à tous. Merci Greg. Et bon apéritif tout le monde. Ouais. C'est parti.